Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous sur Milo FK, votre podcast League of Legends. Il fait plus de 40 degrés, je n'ai pas dormi depuis 2 lunes, mais avec la chaleur vient aussi le renouveau. C'est pourquoi aujourd'hui j'accueille un tout nouvel invité. Ce n'est pas le musicien britannique, mais je suis convaincu qu'il porte le foulard avec autant d'aisance. Il est rédacteur chez Breakflip et sa veine et sa waifu. Bienvenue à Sting sur Milo FK. Comment tu vas, Sting ? Bah ça va très bien, merci, ravi d'être là. Mais le soleil, c'est aussi ces petits coins connus, rare niche de fraîcheur dans cette fournaise. Bonsoir Genesis, comment tu vas ? Hello, ça va très bien. Quant à lui, exilé au pays du pudding et de la pop, que de loin de cette canicule, il n'en perd pas pour autant son ardeur, c'est Chip, Chipou, Durzog, Chipou from Badou. Il a mis le pseudo, mais bonsoir Chipou. Écrevisse. Avant de commencer ce podcast, on remercie les tipeurs, évidemment, le tipeur, Jonathan SP, merci beaucoup pour ton soutien. Au programme aujourd'hui, on parlait du Rift Rivals, c'est de Teamfight Tactics, mais avant tout, vous le savez, j'aime faire des quiz, et donc il va y avoir un quiz, une question pour tester un petit peu votre culture générale sur League of Legends, et ici, tu souffles un peu dans ton micro. Quiz qui va commencer maintenant dans une game majeure, de région majeure. Donc EU, NA, Corée, Pas les NA, quoi. Chine. Les NA comptent. Quel est le dernier surrender qu'on ait vu dans une région majeure, dans un match majeur? C'est-à-dire que le match de saison régulière de LPL à la fin de la saison ne compte pas. Je parle d'un match majeur. Je t'avoue Vous essayez que de tricher hormis ou pas celui contre Fnatic, j'en ai pas beaucoup en tête. Qu'est-ce Quoi. que t'entends du coup par match majeur? C'est-à-dire un match de playoff ou... J'entends un match de playoff, une finale peut-être, etc. Vraiment un match important où il y a eu un surrend. C'était en 2014 ou en 2015 qu'il y a eu un surrend de l'équipe qui était contre 2015 Fnatic. IG versus 2015, Fnatic. voilà. Ok. Mais c'est la seule que j'ai vraiment en tête, je t'avoue que Et les autres... Chipou, est-ce que tu as une proposition? Donc on Non, est j'en ai absolument aucune idée. sur IG contre Fnatic en 2015, c'est bien mesdames et messieurs, Ouais, parce que Fnatic était forcément impliqué. Fnatic. Fnatic était impliqué, mais c'est Fnatic eux était qui ont surrend, puisqu'ils ont What surrend contre SKT aux IEM Katowice en finale en 2016. Ils étaient pris un 3-0 bien sec contre SKT, et la troisième game ils ont fait c'est bon, on sait ce qu'on mérite, on arrête les conneries. Donc ils ont surrend, c'était le Non, dernier c'est pas surrend Fnatic, ça. d'une équipe majeure dans un gros match. Et depuis on n'a pas vraiment C'est eu des en PLS. Non, pas du tout. c'est on faux. n'a pas eu vraiment Je suis pas partie pleurer, c'est faux. de surrend. Alors, t'étais quand même Reckless quoi. Ouais, voilà, exactement. En plus, ouais, je crois qu'il avait mal vécu Reckless, cette petite. Mais sans transition, nous allons parler du Rift Rivals, puisque nous avons l'homme qui a écrit, l'homme qui a parlé, l'homme qui a dénoncé, Sting. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton article pour qu'on puisse, bien évidemment, en discuter en toute amitié et respect d'autrui? Alors moi, ouais, j'ai écrit un article pour Breakflip où je parle un peu du Rift Rival et je parle un peu de pourquoi je pense que cette compétition, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de défauts sur ce tournoi. Donc les axes principaux que j'ai développés, c'est déjà qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu au Rift Rival, c'est-à-dire que à part pour que les régions puissent dire que EU better than NA, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vraiment les équipes jouent pour rien. Globalement, contrairement genre, au MSI où le MSI tu joues pour un meilleur seeding Worlds par exemple. Voilà. Après il y a évidemment le problème du timing avec le Rift Rivals qui arrive en milieu de Summer Split, enfin début milieu, mais du coup qui coupe complètement le split en deux, ce qui est un peu problématique surtout pour les équipes qui doivent se déplacer, qui doivent faire 13 heures d'avion aller, 13 heures d'avion retour, 9 heures de décalage horaire pour jouer 3 jours sur place. C'est quand même pas fou. Et du coup, bah ouais, le problème aussi avec ces transports-là, c'est que du coup, ces équipes qui se déplacent, elles prennent vachement de retard en termes d'entraînement parce que ça fait au moins 3-4 jours où elles vont pas pouvoir s'entraîner. Bon là, cette année, ils ont un peu amélioré ça parce qu'ils laissent une semaine en plus à l'Europe pour récupérer après le Rift Rivals du coup. Mais du coup, ça casse encore plus la saison pour les autres équipes, ça prend encore plus de décalage dans deux ligues où il y a déjà du décalage, puisque de base, les LCS commencent une semaine plus tôt que le LEC. Et donc maintenant, il y a 2 semaines de décalage maintenant entre les deux régions. Ok. Du coup, moi je vais vous donner un peu mon opinion sur le coup. Alors pour le coup, je vais commencer par le timing. Moi, je trouve que c'est trop bien parce que comme Perks a pu en parler pendant une interview, eh bien ils ont eu une semaine de répit entre le MSI et le Summer Split. Et pour le coup, cette petite semaine, ça leur fait beaucoup de bien. Il en parle en interview et il dit c'est vachement bien d'avoir cette semaine. Et puis en plus, c'est un peu comme des vacances quand on va au Rift Rivals. Du coup, ils peuvent avoir un break. Et pour le coup, je suis pas vraiment
vraiment convaincu que tu vois, le fait d'avoir un break, ça casse quelque chose. Dans le sens où ils sont pas venus pour rien, tu vois, les EU, ils ont quand même appris quelque chose. Je veux dire, ils sont pas arrivés, ils ont pu tester des trucs, Fnatic a testé Dan, etc., etc. Enfin bref, on a plein de choses qui se sont passées. Et quel test. C'est vrai que Dan a été flairant pendant ces 2 games, mais c'est pas grave. Quand même, ils l'ont testé quand même parce que selon eux, les NA n'étaient pas forcément à la hauteur. On n'a jamais vu Dan en saison régulière des LEC. Est-ce que tu penses vraiment qu'en saison régulière des LEC, ils auraient placé Dan à la place de Roxa? mais ça n'a rien à voir avec le fait que les NA soient pas au niveau. Je pense que c'est juste une question de ça compte pas dans le championnat, donc on lui donne de l'XP, c'est tout. Ça compte pas, mais c'est quand même une question de fierté. Aujourd'hui, tu arrives, t'es chez Fnatic et tu te dis, tu perds contre les NA. Il y a quand même une question de fierté et puis il y a toujours le gros principe de EU versus NA. EU est supérieur depuis des années. Si aujourd'hui on commence à perdre même sur des matchs qui sont soi-disant sans importance, ça laisse quand même un impact, ça laisse quand même quelque chose. Donc je pense pas que ça soit justement si entre guillemets «inutile et insignifiant» que ce que tu peux le dire. Ah mais toi tu prends le côté le truc du côté fan, les joueurs ils en ont rien à foutre, les équipes je pense que les joueurs, ils s'en fichent. Franchement les EUVS les joueurs, ils veulent être top 2 au Summer Split parce que du coup t'as carrément le meilleur seeding avec le nouveau format en playoff. Genre pour eux vraiment ce qui est important, surtout pour une équipe comme Fnatic, c'est de garantir d'être top 2 à la fin du split, et donc du coup tu peux pas te permettre de lâcher la moindre game en jouant Dan. Et même si c'est une game. Non, mais après, dans tous les cas, je veux dire, Origin peut très bien te remonter. T'as pas envie de lâcher la moindre game en LEC, quoi. Il y a aussi un truc très important, c'est que on a pu voir que Dan n'était absolument pas prêt actuellement pour jouer en LEC ou LCS, mais il y a surtout ce truc intéressant qu'on a pu voir du côté notamment de G2 et Origin, c'est peut-être expérimenter un petit peu, aller un peu plus loin vis-à-vis de la méta. Et moi c'est quelque chose que j'adore parce que moi j'ai une théorie sur League of Legends, c'est que la mid lane, la top lane et la bot lane en ADC c'est exactement la même chose, et que j'en ai plein le cul de voir des joueurs qui savent jouer que 3 champions et que du coup ils jouent ADC, Reckless si tu m'entends. Et je trouve ça bien d'avoir que G2 ait enfin et enfin casser ce code. Et voilà, on envoie Perkz en top lane parce qu'il a le meilleur match-up et qu'en plus il a la bonne rune, etc. Pareil chez Origin. Et franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin quoi, après 9 ans de putain de League of Legends compétitif, enfin on voit un truc qui en soi était, enfin je veux dire, c'était plus ou moins obvious que ça se passe comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On va faire de haut en bas comme d'habitude. Genesis, je sais pas si est-ce que tu trouves que ça va être entre guillemets une révolution et que maintenant les plus grosses équipes vont pouvoir jouer comme ça? Alors moi, je trouve que j'en parlais récemment, je trouve que déjà, il y a plus, effectivement ce principe de, par exemple, en top, jusqu'à la 15e minute, tu sers à rien et tu es vraiment en train de farm Pas et forcément vrai, Non, mais c'est la grosse caricature du Nasus qui est là à avoir besoin de ses stacks et cetera. C'est une Le grosse Doc caricature Champ. évidemment. Mais, là, je pense qu'effectivement, bah, il y a ce principe de toutes les lanes sont utiles, toutes les lanes sont enfin, on peut jouer tout partout et je pense que G2 et surtout Pyke, en fait, est vraiment le gros exemple, puisque d'ailleurs ce champion est un bordel. C'est une roulette russe ce champion, c'est Ouais, mais incroyable, plus maintenant. Maintenant, il peut plus vraiment être joué en solo lane, malheureusement. Ouais, mais bon, jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant, c'était le gros exemple quand on voit, un coup c'est Fnatic qui l'a, un coup c'est G2 qui l'a et puis c'est peut-être la mid lane, c'est peut-être la DC, on sait pas trop. Enfin, c'est un bordel. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça montre aussi la qualité des joueurs qui savent évoluer absolument partout. Après je vois pas, je trouve ça vraiment quand même très sympa. Justement, les joueurs ont la qualité de pouvoir être de tous les côtés, en fait. Ok, moi il y a un truc, juste pour rebondir, c'est que je suis pas convaincu que ce soit la méta particulièrement qui favorise ça, c'est juste qu'ils le font maintenant parce que... Enfin si, la méta a un peu favorisé ça, mais tu vois, avant quand il y avait les Dogchamp en top lane, ils pourraient jouer autre chose, c'est juste qu'ils le voulaient pas, parce que tu sais, on était... G2 a vraiment... G2 pardon, a vraiment cassé les codes pour permettre d'aller un peu plus loin, et je sais que Chip, tu as un avis un peu tranché sur ça, et j'aimerais bien que tu nous l'exposes. Bah, d'abord, juste pour rebondir sur ce que tu dis, G2 a cassé un peu ça, ouais, mais c'est aussi parce qu'ils ont des joueurs qui sont quand même assez exceptionnels partout Ah mais ça, et c'est qui peuvent se le évident. permettre. Une autre team essaie de faire ça, je pense que, peut-être à part Fnatic à la limite, mais même pas, ils se font rouler dessus, quoi. Mais oui, du coup, moi, ce que j'en pense de tout ça, c'est pas tant le fait que
bon, du coup, c'est pas la méta qui change, mais que G2 apporte quelque chose de nouveau qui me dérange. C'est pas tant ça qui me dérange, c'est plutôt le fait qu'en fait, on perd un peu l'identité des joueurs, l'identité des laners. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est storytelling, etc., de Faker, qui est le mid laner par excellence, qui joue tous les mids, qui a roulé sur tout le monde à l'époque. Caps, qui est le génie, qui joue des Irelia, des Yasuo, des trucs comme ça en mid lane, et qui explose absolument tout le monde. Et là, je trouve qu'on perd un peu ça, on perd un peu l'identité des laners. J'arrive plus, en fait, moi, en tant que joueur, tu vois, à me retrouver dans les joueurs pros qui, du coup, qui vont jouer du Lucian mid, qui vont jouer du, je sais pas, Zoé bot, des trucs comme ça. Et c'est ce que j'aimais bien, moi, en fait, de savoir que un mid laner, il va avoir ce pool de champions, et que je m'identifie un peu à lui, tu vois, ou plutôt à cet autre joueur-là qui joue plus mes personnages, etc. Et si tous les mid laners, dans mon cas, puisque je joue mid, jouaient tout un tas de champions complètement hallucinants et complètement exotiques, ça me ferait un peu de la peine. Il ne joue qu'un seul champion en mid lane, je tiens à le préciser. Sting, est-ce que tu as un truc à rebondir là-dessus ou... Ouais, moi j'aimerais bien rajouter un truc, c'est que je trouve que c'est très intéressant justement parce que le fait que depuis peu, voilà, on commence à voir des joueurs qui jouent sur différentes lanes, ça permet d'amener beaucoup plus de diversité. Et là-dessus, je vais prendre l'exemple de Dota, auquel j'ai un peu joué. Et sur Dota, un truc qui est intéressant au niveau des professionnels, c'est que les joueurs sont pas liés à une lane, en fait, ils sont liés plus à une position, à une priorité dans le farm et à un rôle de carry, quoi, si on veut. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu es un joueur de carry, et tu vas pouvoir des fois tu vas jouer sur la mid lane, des fois tu vas jouer sur la top lane, des fois tu vas jouer sur la bot lane selon ta composition, etc. Et l'avantage que ça a donné ça sur Dota, c'est que du coup, ça fait qu'il y a beaucoup plus de persos qui sont utilisés seulement en certains contres ou dans certaines situations très précises, et ça permet à beaucoup plus de persos d'être joués globalement que League of Legends dans les années précédentes où tu avais beaucoup de méta, où au final tu avais toujours à peu près les mêmes persos, même si, enfin, je veux dire, tu regardes des anciennes années, tu avais peut-être dans l'année, tu avais 60% des persos qui étaient joués. Là, on approche déjà plus des 90% depuis ça. Donc, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que J2 est vraiment une équipe qui a porté ça et que j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction personnellement. Ok. Je suis clairement d'accord avec le fait que ça diversifie le pool de champions général, etc. Que ça apporte du nouveau. Mais je sais pas. T'as du mal avec ça, t'es trop attaché au fait que Faker c'est The Unkillable Demon God, il joue mid lane, machin, etc. Mais tu vois, je vais rebondir sur ça en parlant de Dota, puisque Dota n'a aucun problème de storytelling et pourtant il n'y a pas de lane en fait. Et tu vois, c'est juste une question, je pense, d'habitude qu'on a pris à cause peut-être des Coréens qui, pour le coup, restent dans leur système bien cadré, bien voilà, top, jungle, mid. À des supports, ils jouent Sable, etc., etc. Bon, même si on a Wolf qui a joué jungle chez Skulky, hein. Ce qui a bien réussi, effectivement. Après, moi, personnellement, moi, depuis le début que j'ai commencé à League of Legends, j'ai jamais aimé, entre guillemets, ce League of Legends. D'ailleurs, j'ai toujours joué quasiment fil. Enfin, tu vois, je joue plein de rôles. Parce que pour moi, comme je t'ai dit, top mid AD, c'est la même chose. C'est exactement pareil pour moi. Jungle support, il y a quelques variances, tu vois, évidemment. Moi, ces rôles-là, c'est exactement les mêmes. Et la seule différence, c'est peut-être les champions que tu vas jouer. Mais sinon, c'est pareil. Et le truc que je trouve hyper intéressant, c'est que on va enfin pouvoir avoir une... comment dire, le G2 a permis de débloquer le potentiel de joueurs. Alors attendez, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des joueurs, par exemple, on peut penser chez Griffin, par exemple, où on a un ADC qui est aussi fort sur les AD que sur n'importe quel autre bruiser et n'importe quel match du jeu. Et lui, du coup, ça lui fait un potentiel de plus et c'est donc un meilleur joueur puisque le mec est capable de jouer plus de trucs. Et ça permet à ce genre de joueur... C'est sûr qu'il va prendre beaucoup de valeur. Hein. Mais sans parler de méta shift en fait, parce que la méta... En fait, il y a la méta et il y a la méta-méta. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a la méta, les champions qui sont forts dans le jeu, et il y a la méta compétitive qui veut qu'on joue un ADC bot, machin, etc. Mais la méta, elle est pas...
Dans l'histoire de LoL, il y a jamais eu un moment où la méta, elle était vraiment en mode si tu joues pas ADC, tu peux pas jouer, c'est faux. Quand je te dis méta, c'est du coup ce qui va être le plus efficient à niveau compétitif, quoi. Je parle pas de la méta en jeu, ça va Oui, mais du coup, mais si ce qu'apporte G2, il se trouve qu'ils vont rouler sur tout le monde avec ou quelque chose comme ça, on va voir des teams qui vont shift sur cette structure-là et forcément ça deviendra, ça se démocratisera entre guillemets, on pourra dire que ça devient méta. oui, mais Ce sera efficient. tu vois, Sting parlait de Dota un peu plus tôt et a amené un point très important qui est les counters. En fait, le truc dans Dota, c'est que même s'il y a une méta, mais cette méta en fait, elle est dépendante de chacune des drafts parce que il y a tellement de champions qui sont joués et en fait, il y a un jeu de pierre-feuille-ciseaux gigantesque avec plus d'une centaine de champions qui fait que même si tu as une méta, en fait, cette méta ne dépend que de la phase de draft. Je comprends. Du coup, je me suis peut-être mal exprimé. Le problème, ce serait qu'il n'y ait plus de méta, du coup. Mais du coup, il y a une méta, parce que l'absence de méta rigide, entre guillemets, je l'appelle comme ça pour mettre un mot un peu dur. Totalement d'accord. C'est forcément, c'est une forme de méta. Après, le problème, je suis d'accord, il y a quand même une force de storytelling de League of Legends qui est ses rôles. Quand on a, tu vois, Rush, Kindboy in the Jungle, enfin tu vois, on a C'était vraiment même présenté comme ça sur les streams officiels en fait, hein. C'était vraiment le storytelling qui était fait. C'est ça. Et puis même machin, quand t'as Froggen, l'empereur de la mid lane, t'as Faker, le démon, tu vois, etc. Tu vois, t'as tous ces trucs à la manière d'un animé. Hein. Si Achille 21 d'un coup il devenait quarterback, bon, c'est effectivement on parlera un peu du truc. Mais est-ce que la question que je vous pose du coup, est-ce que pour des performances plus élevées, on pourrait pas sacrifier une partie du storytelling pour tel le phénix renaître de ses cendres? Le storytelling, il faudra juste en trouver un nouveau. Moi, je pense pas que ce soit un problème pour le storytelling. Ok, bah allez-y. En fait, ça concerne pas pour la façon dont c'était fait avant, oui. Ça concerne déjà pas tant de joueurs que ça. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas 50 joueurs que tu vas. Et même ces joueurs-là, même des joueurs comme Perks, ça reste un bot laner. Je veux dire, même si des fois ça peut lui arriver de jouer bot lane, mid lane ou top lane, ça reste un bot laner et personne n'a de problème à catégoriser Perks et à créer des histoires autour de Perks. Au contraire, je trouve même son histoire encore plus intéressante parce que pour le coup, lui, c'est vraiment le mec qui était un mid laner qui avait l'habitude de tout jouer. Il est passé à DC, il a décidé, en fait, je vais continuer de tout jouer. Et ça, c'est intéressant. Ok, mais on rappelle que Faker a joué Taric Support aussi, hein, donc finalement, est-ce que lui aussi ne serait pas le premier multi-rôle talent? Genesis Yankos au TP Brome bien avant la méta. Exactement. Genesis peut-être, est-ce que tu penses que ça va casser le storytelling et est-ce que tu ne veux pas une amélioration de cette méta vers ça, cette liberté inconditionnelle? Je trouve que laisser une liberté aux joueurs est quand même relativement important. Aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui s'est construit énormément, ça reste quelque chose qui a été fait surtout par passion et je pense qu'enlever cette liberté aux joueurs serait relativement dérangeante, en fait, dans l'univers du jeu. Ouais, mais c'est eux qui s'appliquaient eux-mêmes et les coaching staff, etc. Oui, bah, après ça dépend. Il y en a, c'est un peu enfin, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui se l'imposent parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'important et que c'est quelque chose de nécessaire. Tandis qu'il y en a d'autres, bah, qui se disent que justement c'est pas le plus important, pourquoi pas tester autre chose? Donc en soi, je pense qu'il y a vraiment énormément de diversité et que c'est pas pour ça que va y avoir une perte, en fait. Ok, d'accord. Peut-être Chipou, un avis final sur ce débat houleux? Et tu pourras. Non, mais globalement, je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit et je trouve ça bien, on va dire. Je regrette juste les anciens affrontements. C'est la nostalgie, quoi. Voilà, non, mais les anciens affrontements où on disait la top lane va affronter la top lane, genre le meilleur top EU va affronter le meilleur top KR, etc. Ça reste des bons souvenirs. Où Soaz va détruire The Shy en lane comme il l'a fait en finale des Worlds. Et la question juste que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va réussir maintenant à faire à hyper ça, se rencontrer, à hyper en fait la rencontre entre deux joueurs qui vont plus forcément jouer sur la même lane ou plus forcément les mêmes types de champions.
Je sais pas, je me pose plein de questions à ce niveau-là. Vu la gueule du j'imagine que ça se fait et qu'il y aura qu'un problème à ce niveau-là et que je serai toujours aussi hype. Mais en tout cas, le Rift Rivals m'a pas hype un peu pour ça. Ok, bah écoute, vu la gueule du broadcast du Rift Rivals NA ou même du broadcast NA, je pense que eux ils vont avoir beaucoup de soucis à faire ça. Et c'est une transition parfaite parce que j'aimerais vous parler. Est-ce que vous avez pu regarder le stream officiel des Rift Rivals, donc le stream Riot NA? J'ai trouvé que c'était le pire cast que j'ai entendu de toute ma vie, que ce soit le crowd ou le cast. C'est-à-dire que on avait un caster EU, un caster NA, sauf qu'on avait un caster EU, t'avais l'impression qu'il y avait un mec de chez Riot NA avec un couteau derrière, là, un petit coup de surin dans le dos qui lui faisait dis pas de mal à des NA, hein. Surtout tu dis pas de mal, hein. À l'NA c'est très bien, c'est trop bien. T'avais la game, je crois que c'est Fnatic contre non, c'est G2 contre Team Liquid, je crois, la première game où ils disent oh là là, regardez comme Team Liquid, ils sont en moins de 10k gold, ils se font détruire, tu vois, partout. Et j'ai trouvé ça mais infect. Est-ce qu'ils vont revenir? Non mais n'importe quoi. Et les crowds, genre vraiment, la librairie. Ouais, non mais j'ai jamais autant détesté une crowd que ça. C'est-à-dire que les mecs, genre, tu vois par exemple en France quand il y a eu le MSI, les Worlds, etc. Même si c'était pas nos équipes, on criait, tu vois, on les hypait ces équipes. Et là, c'est pas la même chose. Là, c'est leurs équipes qui se font détruire. Tu parles aussi de la France. La France, on est quand même au-dessus niveau. À ce niveau-là, franchement, on est connu pour être au-dessus. Enfin, tu te rappelles de Kankou Tigers contre Fnatic quand le public était très silencieux quand même. Hein. Mais il était très silencieux, mais il n'était pas à ce point-là que pour les gens qui n'ont pas vu le stream, le public NA n'a jamais été exceptionnel. Non, pour les gens qui n'ont pas vu le stream officiel, il n'y avait pas un bruit quand les équipes EU faisaient quoi que ce soit. Et genre, il y avait un mec NA qui prenait une ward. Non mais voilà, c'est ça. Il y avait un mec NA qui prenait une ward, il y avait tout le monde qui applaudissait, qui chantait machin et tout. Déjà, ils ont pas hué, donc c'est déjà pas mal. Ouais, non mais en même temps, si tu hues dans un événement Riot, tu te fais virer. Donc tu vois, c'est déjà arrivé à des événements en NA qu'il y ait des équipes ou des joueurs qui se fassent huer. Hein. Les mecs, je pense qu'ils se sont fait vite virer parce que en U, je sais que si tu fais ça, tu rentres chez toi. Et il y a aussi ce truc de... genre Worlds. Ça, j'en parle vite, on va passer dans notre sujet. Avec le rebranding de LEC et LCS, franchement, je trouve que le cast officiel des LCS est juste infect. Je suis désolé pour tous les gens qui travaillent. Pardon, vas-y. Les casters sont moins bons, au niveau de l'analyse desk, ils font rien de très intéressant. J'ai une théorie vis-à-vis de ça. En fait, c'est pas qu'ils sont moins bons, c'est qu'il y a Captain Flowers, et que vu que Captain Flowers est le meilleur caster de toute l'histoire de League of Legends by far, en termes de play-by-play, tu vois, enfin de color caster, pardon, et qu'en fait, tous les gens qui castent avec lui, il est play-by-play, pardon, tous les gens qui castent avec lui ont l'air d'être complètement éclaté au sol, à part Papa Smithy, tu vois. Genre, le mec, il est vraiment trop fort. Genre, il a une manière de hype les teamfights et tout ce qui se passe qui est incroyable. Et juste même, enfin, les segments sont mauvais. L'analyse desk, la dernière fois, j'ai maté pendant 15 minutes Marx et Dash parler pendant 15 minutes en mode ah ouais, ils ont perdu. Ouais, c'est vrai que là, ils ont perdu. Ouais, ils ont pas gagné. Et c'était ça pendant 15 minutes, quoi. De leur bourse LCS, dont tout le monde s'en fout. Ouais, bah ça c'est plus, tu vois, c'est pas notre culture, tu vois. Mais bon, c'était pour faire une petite parenthèse que vous regardez le cast officiel NA Genesis Chip. Je crois que Chip non, Genesis, tu vois, le cast officiel, t'as un truc. Voilà. Bon, bah écoutez, pas de soucis, on va changer de sujet. J'aimerais. Une fois de temps en temps, mais la LEC, je reste quand même à fond là-dessus. Ok, j'aimerais vous parler plus largement des équipes NA et j'aimerais vous parler de Team Liquid et de pourquoi ces équipes puent la mort. Avant de commencer cet édito, nous allons utiliser les mots de Nemesis pour parler un petit peu de ce qui se passe chez les NA. Alors moi j'ai une question à te poser avant. Est-ce que Nemesis parle vraiment ? Oui, Nemesis parle vraiment, ne t'en fais pas. Eh bien, il y a une fois, c'est en 2006, une fois, il a dit. C'est ça, ouais. En 40 minutes, il y a 40 minutes quand on. Vraiment, c'est quoi ça? Mais parce qu'il parle très peu, il est très timide. En fait, c'est juste qu'il en a rien à foutre, hein, honnêtement. Quand tu regardes son stream, c'est pas qu'il est timide, il en a juste rien à foutre. Mais du coup, il y a 40 minutes. Il ne sourit jamais non plus. C'est ça, ouais. Il y a 40 minutes, une heure. Il était en stream et il a parlé. D'ailleurs, le stream, la VOD a été supprimée, le post-edit a été supprimé. Enfin, genre, là, c'est des infos. Vraiment, vous ne pouvez l'avoir nulle part ailleurs, ça a été supprimé en 40 minutes. Il a dit, je cite, bon évidemment il n'y a pas de preuve donc vous pouvez me croire ou pas me croire, mais il a dit, je cite, en parlant on lui a demandé dans le chat, j'ai écouté son stream, tu penses quoi des Team NA, des millénaires, machin et tout. Vis-à-vis de C9, il a dit, je cite, C9 pue tellement la merde que Niski go ham à toutes les games parce qu'il sait que ses teammates puent la mort et du coup il joue beaucoup moins contrôlé qu'en EU et beaucoup plus agressif.
Par rapport à TSM, il a dit ils ont pas de jungler, c'est du 4v5 toutes les games, et si je sais que je suis en V1 mid lane, j'ai juste appelé mon jungle et j'ai win la game. Par rapport à Team Liquid, il a dit Jensen est non existant, il est pas vraiment bon et il mérite pas du tout un import slot. Ouais, du coup. Je prends quand même une sauvegarde du podcast. Voilà, et évidemment, il y a eu. Voilà, ça peut faire débat. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais vous parler avec les NA. On a Smoothie qui a tweet, donc Smoothie support des TSM, qui a dit j'ai jamais autant appris, j'ai autant appris en 3 jours que j'ai un plus pris en 3 jours, pardon, qu'en un split de LCS. Et moi, je sais que c'est un peu utopiste, mais j'ai ce truc de compétition que le premier doit tirer les autres vers le haut. Et j'ai pas l'impression que Team Liquid tire les autres vers le haut, parce que Team Liquid, ils jouent un style de jeu, ils commencent un petit peu là à essayer de punir les erreurs, mais ils punissent pas vraiment les erreurs, ils sont là, de toute façon ils sont meilleurs. Parce que de toute façon, on peut pas faire une meilleure line-up que Team Liquid dans NA, c'est impossible. Peut-être dans 5 ans, quand genre ils pourront peut-être remplacer Double Lift par, je sais pas, rouleur, ou peut-être, je sais pas vraiment comment ils peuvent faire. Mais moi, j'aime à penser que dans le sport, les premiers tirent vers le haut tout le monde. Bon, malheureusement, avec le PSG, on voit que ça se passe pas très bien en Ligue 1. Mais je trouve que Team Liquid, ils jouent vraiment, t'as vraiment l'impression, déjà ils jouent Sonatarek, donc finalement est-ce qu'on les respecte? Pas vraiment, mais t'as vraiment l'impression de voir une team qui sait qu'ils vont gagner toutes les games, et du coup ils sont là, oh, je vais plus parler à toi Sting vu que tu regardes les LCSNA. Est-ce que tu partages, tu vois, ce sentiment, ou est-ce que, tu vois, je suis complètement je suis délusionnel? Je pense que le problème en fait c'est que, genre, je pense que pour qu'une équipe arrive à tirer sa ligue vers le haut, bah, il faut que les autres équipes commencent à progresser, c'est-à-dire que tu prends J2 par exemple, je pense qu'ils ont fait progresser Fnatic, ils ont fait progresser Origin, et maintenant on a vraiment un top 3 qui est très solide. Je pense qu'en NA, le problème c'est que tu dépasses déjà après Team Liquid, il y a déjà un bon fossé avec TSM et Cloud9 quand tu vois vraiment en termes de résultats. Mais surtout, quand tu dépasses ces 3 équipes, c'est affreux, quoi. Genre, le niveau de jeu est vraiment terrible. Ah, Golden Guardians quand même. Ah non, je suis désolé. Non, franchement. Non, mais alors, niveau stratégique, déjà que TSM et Cloud9 se faisaient détruire, mais alors tu prends. Je pense que tu fais jouer Excel en LCS, ils sont top 3. Hein. Oh, je n'irai pas si loin dans le. Mais ok, d'accord. Top 4. Ils sont peut-être derrière TSM et Cloud9, mais à mon avis, ils sont bien devant les autres équipes. Je veux dire, le niveau est affligeant, et surtout, il n'y a aucun progrès. C'est ça qui est vraiment perturbant avec les NA. C'est qu'il y a énormément de vétérans, de joueurs qui jouent depuis des années, où tu devrais attendre d'eux qui connaissent les fondamentaux, qui connaissent les bases de la macro, des stratégies, des sidelanes, etc. Mais en fait, non. Et on dirait que malgré toutes ces années, je ne sais pas s'il se passe quelque chose au niveau du coaching, mais il n'y a rien qui progresse. Et du coup, c'est difficile pour Team Liquid de tirer les autres vers le haut, parce qu'on dirait que les autres n'essayent même pas de progresser, en fait. Chipou, oui, tu veux le dire. Justement, en parlant de ça, la faute à qui que le niveau NA, selon vous, soit aussi Ah, bas? eh bien, Est-ce que c'est plutôt une histoire de coaching staff? Est-ce que c'est une histoire de joueurs? Est-ce que c'est l'histoire de la solo queue qui est pas assez compétitive et qui fait des joueurs pas assez performants? C'est un peu tout. Hein. C'est une transition parfaite pour une interview qu'a donnée Mitty cet après-midi. Mitty, dans cette interview, il parle du fait que déjà, les NA jouent beaucoup plus de scrim parce que la solo queue pue la mort. Et aussi, il y a ce côté de chez G2, par exemple. On parle de Mitty, mais vous allez comprendre le rapport. Chez G2, on a Yankos qui, en interview, nous explique que toutes les 5-6 games, il s'autorise à jouer un pick sur une lane un peu out of meta et que tout le monde tryhard pour voir si ce pick marche ou pas. Et en fait, en NA, ce qui se passe, ce sont les mots de Mitty, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye un truc, ça marche pas, il dit c'est de la merde, on joue plus jamais ça de notre vie. Et en EU, par exemple, Mitty parlait dans sa team, quand on essaye un truc et que ça marche pas, bah le joueur il dit merde, j'ai joué comme une merde, il faut que ce soit mieux. Et la team dit ouais, t'as mal joué, il faut que ce soit mieux, etc. Et ils essayent et ils continuent d'évoluer. Et il y a aussi ce côté de. Chez les NA, en fait, bah on a un environnement qui pue la mort. La solo queue, elle est dégueulasse. Le ping, il est bon. Le ping, c'est pas le plus grand des facteurs, mais le ping, ça fait un truc quand même. Il y a le côté que la moitié du ladder challenger, c'est soit des streamers, soit des elo boosters, soit des mecs toxiques comme Tarzanet, qui d'ailleurs vient de se refaire ban pour 2 semaines pour elo boosting. Et en fait, il y a ce truc de t'es dans un environnement qui est juste mauvais, où tu peux pas t'améliorer. Et en fait, bah, qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi? Genre la base du jeu c'est la solo queue et ta solo queue elle est dégueulasse. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors il y a eu des tests de faire les in-house, ça a tenu 5 jours parce que c'était trop dur à organiser. Non désolé, enfin ouais, voilà, c'était trop dur de rassembler des mecs. Je pense qu'ils pourraient le faire, hein, s'ils voulaient vraiment. Tu prends tous les joueurs de LCS plus tous les joueurs d'académie, ça te fait quoi? Ça te fait 100 joueurs. Ça fait 200 joueurs je crois. Non?
Ah non, ça fait 100 joueurs, t'as raison. Ça fait 100 joueurs. 100 joueurs. Ça fait 100 joueurs. Mais plus peut-être des subs ou d'autres personnes en plus. Mais alors, ouais, évidemment, il y aura du temps, mais si tout le monde se met d'accord pour jouer à peu près en même temps, je veux dire, c'est grave faisable. C'est ce qui avait été fait par Inero, coach NA, et il a abandonné un peu plus tard pour des raisons très obscures qu'il n'a pas dévoilées. Enfin, à part dire ouin, tout le monde dit que je suis un branleur, ouin, c'est beaucoup plus dur que ça. Donc, enfin, ça doit être un problème d'organisation et de trucs comme ça. Mais du coup, question suivante, enfin, pour rebondir sur ça et vous poser cette question, est-ce que vous pensez qu'une équipe NA va réussir à faire des résultats sans avoir une équipe 100% importée qui va marcher genre pendant 2 splits parce qu'ils auront un niveau qui vont se maintenir et qui vont juste genre qui vont crash parce que le niveau est tellement dégueulasse que du coup ils vont jamais pouvoir relever. D'accord, c'est pas à l'abri d'un petit génie qui sort de nulle part. Ouais, mais le petit génie il ira pas en NA. Ah oui, mais s'il est né en NA, bon bah. Mais après ouais, c'est clair que ouais les. Non, franchement, les 3 apports minimum, ça paraît bien quoi. Ah bah là, je pense pas qu'importer soit la solution. Je pense au contraire que ça fait même partie du problème. Je pense qu'on parle beaucoup de DNA comme la maison de retraite des joueurs. Et même si c'est pas toujours vrai, en réalité c'est souvent vrai. Tu regardes certains joueurs, leur niveau, enfin tu sens dans leur façon de jouer qu'ils en ont plus rien à faire quoi. Je veux dire, tu regardes Uni, c'est scandaleux la baisse de niveau de Uni depuis ces années Fnatic, SKT, même ses débuts chez EcoFox. La première année, il est le premier split chez Immortals aussi, mais même son premier split en 2018, il était encore extraordinaire et depuis, genre c'est scandaleux ce qu'on voit. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça et je pense que importer c'est pas le problème. Aussi le problème des NA, c'est que justement ils importent tellement qu'ils essayent pas de faire venir des jeunes joueurs qui eux seront motivés et qui eux seront là vraiment. Est-ce que c'est vraiment le problème de la motivation des joueurs ça? Bah je pense que c'est une partie du problème, mais après comme on l'a dit, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. On ne peut pas citer juste un problème qui fait que les NA ont un mauvais niveau, mais je pense que l'idée de la motivation et de la volonté de progresser, c'est quand même quelque chose qui est très important et qu'on peut voir que s'ils voulaient vraiment progresser, c'est pas possible que toutes les équipes restent aussi mauvaises en termes de macro, par exemple. Il y a un truc assez intéressant que Mitty, encore une fois, a dit dans l'interview sur theupcomer.com. Il parle du fait que, en fait, vu que les joueurs sont moins bons, lui, par exemple, il a eu beaucoup de problèmes chez TSM parce qu'en fait, il devait tout le temps dire quoi faire. Et du coup, ça fait que c'était un gros problème. Et lui, le point vraiment important le point charnière un petit peu de son argumentaire, c'est que tous les junglers en A puent la mort, à part peut-être Xmissy, et que jouer avec un jungler qui est pas bon, c'est incroyablement dur, et en fait ça te nique toute ta dynamique de team. Et il disait par exemple que les junglers qu'il a eu chez TSM, voilà, ils étaient complètement éclatax et que quand tu compares à Cold, Trick ou Amazing, c'est beaucoup plus simple de jouer. Donc il y a peut-être ce côté-là, il y a peut-être ce truc de, en fait, c'est un peu un domino, c'est-à-dire que les joueurs sont pas assez bons pour que du coup ça clique de manière évidente. Du coup les joueurs meilleurs qui viennent là sont obligés de porter les joueurs, et du coup vu qu'ils sont obligés de porter les joueurs, ils peuvent moins se focus sur leur performance, et tu sais ça fait l'effet domino complet, tu vois. Et on a ce truc là, le super exemple, ton niveau baisse aussi, hein. C'est ça. Et tu vois, je trouve qu'on a un contre-exemple super bon, c'est Optic Gaming, où Zabutin, par un miracle que je cherche toujours à expliquer, a réussi à avoir Meteos et Crown dans son équipe. Et en fait, le truc, c'est que Crown, même s'il met Optic Gaming dans son bac, tu vois que Meteos, il est pas, tu vois, il fait pas n'importe quoi, il est pas complètement con, tu vois, il comprend la condition de victoire qui est Crown et il joue autour de ça, et t'as l'impression que c'est fluide niveau communication, c'est niveau macro, ils ont vraiment un plan de jeu, c'est les seuls mecs qui arrivent à jouer les side lanes en NA. Alors Zabutin, GG à toi. Et est-ce que du coup, ce serait pas un problème de coaching staff qui n'arriverait pas à s'imposer, dans le sens où le seul coach dont on a vu vraiment, les deux seuls coachs dont on sait vraiment qui s'imposent, c'est Reapered et Zabutin. Reapered, on a vu qu'il a fait les meilleurs résultats NA au Worlds depuis des années pour les NA. Et Zabutin, bon, il avait des line-up un peu douteuses, mais là, tu vois qu'il commence à remonter et vraiment à prendre une vraie macro aux joueurs. Est-ce qu'on n'a pas du coup un vrai problème de coaching staff et de culture de coaching staff qui empêche la région de se développer vraiment potablement? De haut en bas, si vous le voulez, pour que ce soit très simple, d'Inicis en première.
Je t'avoue que j'ai mes parents qui ont fait irruption dans ma chambre, donc je n'ai pas pu écouter absolument Je l'ensemble, comprends. donc Eh ben, on je va vais passer à Sting. laisser le suivant Yes, s'exprimer. pas de souci. C'est sûr que le coaching staff, ça rentre en jeu. Parce que, en fait, le truc, c'est que un bon joueur, tu peux pas lui apprendre à être bon mécaniquement, mais tu peux lui apprendre à être bon, tu peux lui apprendre le jeu, en fait. Tu prends un joueur qui est talentueux, même en NA, il y a pas de raison que tu trouves pas des joueurs qui sont talentueux mécaniquement. Et après, c'est à toi en tant que coach, enfin, tout le coaching staff, les analystes, etc., de le modeler, de le former, de lui apprendre les notions de macro pour qu'ensuite il puisse les instaurer dans son gameplay et aussi à ses alliés, à ses vétérans, etc. Mais le fait qu'il y ait autant de joueurs qui eux-mêmes sont des vétérans et qui ne semblent pas avoir ces bases-là, c'est quelque chose qui est... Oui, évidemment, ça remet en cause le coaching staff. Et bon, après, je pense que pour Optic, les résultats sont encore jeunes. Je me méfierais encore de l'avenir d'Optic. En plus, tu parlais du fait qu'il y avait pas de bons junglers en NA, mais c'est dommage parce qu'Optic en a 2 dans son équipe, dont un qui est sur le banc. Mais c'est bien, c'est pour les deny aux autres. C'est une super. Zabukin, Ouais, il joue au Mastermind. Putain. Il est trop fort. Il joue à TFT. On pourrait avoir Dardoc, quoi. Dardoc était si bon quand il jouait. Dardoc, il était si toxique. Il était peut-être toxique, mais n'empêche qu'il tirait quand même la ligue vers le haut parce que quand il voulait, il était incroyable. Ouais, mais quand il voulait, il intait de manière aussi incroyable, hein, pour le coup. Il s'est fait voler son MVP au Spring 2018. Ah oui, d'accord, on a un Dardoc fanboy dans la place. Ah non, mais vraiment, je pense vraiment qu'il méritait le MVP bien devant Afromo qui a juste step up à la fin de la saison, mais avait rien fait sur toute la première moitié, quoi. Ok. Bon, Chipou, tu suis pas trop les NA, donc je pense que c'est un sujet. Ah, puis surtout au niveau du coaching staff, ok. Parler. Écoutez, bon bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du problème et du sujet. De toute façon, on a tous nos opinions. Moi, je pense que les NA, dans quelques années, ça va être la pire région de l'histoire. C'est déjà la pire région de l'histoire. Ouais, c'est en route, non, quoi. mais calmons-nous. Ça va être la pire région de l'histoire qui va rely sur des imports. Et Wildcards. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez des petits fun facts vis-à-vis de la population des joueurs? Sachez que la Chine, c'est les serveurs les plus peuplés. Et le second, c'est pas l'EU, mesdames et messieurs, puisque c'est le Vietnam. Le Vietnam qui est le second serveur le plus peuplé de League of Legends et qui commence à avoir des sérieuses teams, même s'ils se font voler tous leurs joueurs par la Chine, comme Levi ou autre. Il y a quelque chose, je pense que le Vietnam, Sun TM là, ils vont arriver là avec leur petite technique, leur petit swap de lane. De quoi? Guérilla. C'est ça, ouais, leur petite technique un petit peu dans les fourrés derrière les fagots. Et ils vont, je pense, ils vont absolument niquer le game. Et ça va être la prochaine région à avoir un seed non wildcard dans une région majeure. On a fait plus ou moins le tour de ce Rift Rivals. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Une nouvelle question, un nouveau débat? Ou nous pouvons passer à Teamfight Tactics? Allez. C'est bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On va parler de Teamfight Tactics, mesdames et messieurs, des queues de 30 heures, des queues de 50 heures, des déconnexions, des maintenances tous les jours, une loterie finalement pour essayer de jouer. Teamfight Tactics est enfin disponible sur les serveurs live, même si des fois on peut pas vraiment jouer de temps en temps. Écoutez, moi, Teamfight Tactics, je dois vous le dire, c'est mon coup de cœur. Vous pouvez le savoir, vous qui nous écoutez, je stream ce jeu tous les jours si vous me suivez sur Twitter. Et je vis Teamfight Tactics, je mange Teamfight Tactics et je passe ma vie sur Teamfight Tactics. C'est l'instant pub, exactement. De toute façon, il y en aura un. Je peux faire ma pub pour mes guides Teamfight Tactics. Ça, voilà. Les guides pour exactement. ils sont vachement bien Mais faits. et oui, c'est vrai, parce qu'on a rédaction Eclipsia contre rédaction Breakflip. L'un dirait que l'autre est mort-né, l'autre dirait qu'il ne connaît pas. Mais bon. Rien contre Blackflip, hein, ils sont très bien. Voilà, écoutez, non mais rangez vos querelles. Non mais ici c'est la Suisse, mesdames et messieurs. De toute façon, vos deux rédactions puent la mort. Passons du coup sur le sujet dont on veut parler, c'est les Rift, bah oui, encore les TFT. Et moi, j'aimerais vous parler d'un truc. Est-ce que vous pensez, parce que moi j'ai une théorie, je vais expliquer mon monde parfait, ok? Après une saison de Ranked, il y a un mec de Charlotte, il arrive, il fait une vidéo là. Il arrive en face, il fait écouter les gars. Vous savez les LCS? Les LCS on adore ça. Les LCS on adore ça. C'est quand? C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Ok, c'est à quelle heure? 17h, 18h? 2 heures avant, les TFT LCS. Ils ont les studios, ils ont la prod. Les équipes elles ont juste un joueur à prendre. On a des LCS dans les mêmes studios, ça coûte rien en prod. C'est genre tout est parfait, tout est bien fait. PF on a un circuit gros compétitif. Les Worlds dépassent League of Legends. Imagine Dragons refait un single
pour TFT. TFT, participatif. boum, les Spice Girls se reforment et jouent pour le second Worlds de TFT. Et à la fin, c'est toujours SKT qui gagne. Est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, que TFT a un futur e-sportif? Pas comme ça. Je On va pense que ce commencer serait par très Steam. chiant en ligue. Pas comme ça. Pas Non, comme mais- ça, Zinedine, pas comme ça. je pense que comme tout jeu de stratégie de ce type-là, ça serait très chiant en ligue. Je pense notamment à l'e-sport Hearthstone, ça a beaucoup plus de sens d'exister sous forme d'open circuit ou de tournois occasionnels avec des playoffs et des points de circuit accumulés pendant la saison qu'une ligue où tu verrais les mêmes joueurs s'affronter toutes les semaines. Je pense que ce serait pas vraiment intéressant. Eh ben, est-ce qu'on n'imaginerait pas un World Tour TFT où en fait ils font tous les studios, tu sais, de toutes les ligues, tu sais, nationales, enfin, tu sais, de région, quoi, tu vois. Genre par exemple, t'as une semaine qui se fait en Europe, puis un mois après t'as une semaine au NA, puis un mois après t'as une semaine en Corée, etc., etc. Et à la fin, t'as les Worlds de League of Legends, tu vois. Et en même temps, enfin genre, tu sais, après quoi, ou avant. Ouais. En première partie, bah pas oui, en première partie, pourquoi pas. En première partie, t'as la finale The World de Teamfight Tactics. Bon, désolé, on va devoir vous cut, lol, ça commence là. Avec SKT Soren 144 contre Fnatic quelqu'un, et il gagne. Et enfin voilà, ce serait incroyable. Je sais pas, vous voulez pas voir. Enfin, je veux dire, certes, le jeu a plein de problèmes, il est buggé, etc. Et il faut réduire la RNG. Mais merde, c'est un jeu, je trouve que c'est un jeu parfait pour l'e-sport. Et c'est juste. J'adore ce jeu, merde! Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un vrai avenir e-sportif sur Teamfight Tactics? Parce que regarde, on a les moyens. Moi, je pense, je sais plus lequel de vous deux a dit ça, mais que c'est vrai que ça va vite, ça peut vite être chiant à regarder. Hearthstone, c'est hyper sympa quand t'es dans la game, quand c'est toi qui joues, etc. Mais quand tu regardes, tu peux pas être autant à fond et autant hype en fait que dans un vrai combat, etc. Là, c'est un jeu de stratégie, c'est sympa de regarder le stream ou quoi, parce que tu prends la stratégie de quelqu'un, tu t'inspires du truc, etc. De là, aller le voir en compétition, alors ça va être super de regarder les résultats, tu vas être content de savoir que ton équipe pas gagné ou quoi. De là, le suivre à fond, de là, avoir des stats qui sont vraiment hype, franchement, je suis pas sûre. Écoute, déjà, ce type de jeu, c'est pas destiné à des grosses audiences, je pense. Oh là là, mais c'est fou. Mais C'est pas, y a pas assez d'action, y a pas assez. Quoi? Pour moi, en tout cas. Chut, laisse-nous avoir un avis. Ce sera du calibre des jeux de stratégie type Hearthstone, justement, qui. Espérons que ce soit pas du calibre d'Artifact. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais je veux dire comparé à du CSGO, à du StarCraft, à du LoL, à du Dota où il y a énormément d'actions. Les gars, on a un jeu, toutes les 1 minute 30, on a 8 teamfights en même temps à caster. Est-ce que vous vous rendez compte de la hype incroyable que ça peut avoir en cast? C'est pas du vrai teamfight, c'est de l'automatique en soi. Mais on s'en fout, c'est trop hypant. Pour rebondir un peu, je pense que ça a pas vraiment le même problème que Hearthstone, parce que je pense que le problème d'Hearthstone ou des jeux de cartes comme ça, qui peut être, assez lourd, c'est que en fait les 3/4 de la partie, au final les joueurs ne font rien et réfléchissent. Alors que là sur Teamfight Tactics, l'avantage c'est que vu que tu regardes 8 joueurs en même temps, tu peux toujours tomber sur un joueur qui est en train de faire quelque chose. Mais en même temps, ça peut aussi être un inconvénient, parce que ça veut aussi dire que tu vas tout le temps rater des choses. Ça va être un peu du coup par exemple similaire à Fortnite où t'as une carte, t'as tellement de joueurs qui jouent en même temps que tu vas jamais pouvoir voir tous les joueurs en même temps. Mais je pense que pour moi, l'avenir en e-sport d'un jeu comme Teamfight Tactics, ce serait beaucoup plus sur un truc casual, un truc où en fait tu as le stream officiel qui caste et qui alterne un peu entre les joueurs, et à côté, comme d'ailleurs le tournoi qu'ils ont annoncé, là, le Teamfight Tactics Showdown, qui fonctionne comme le Twitch Rivals, où en gros voilà, tu peux soit suivre le stream officiel et regarder les casters, soit en fait soit regarder le cast le stream du joueur que tu as envie de regarder, ou des joueurs que tu as envie de regarder. Ça, c'est beaucoup moins axé. Ouais, voilà, un peu, mais c'est moins axé du coup compétition dure. Mais je pense que c'est comme ça que ça a le plus de chances de réussir. Je pense que ça marcherait pas si tu essaies d'en faire une ligue ou vraiment un truc régulier, quoi. Une ligue, clairement pas. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a quand même un avenir au niveau compétitif pour tout ce qui est auto-chess, surtout sur Teamfight Tactics du coup. C'est quand même assez sympa à regarder. En tout cas, moi je m'amuse bien à regarder, c'est assez actif, c'est facile à comprendre. Pour peu qu'ils développent un bon système pour justement arriver à suivre tous ces joueurs en même temps, peut-être avec des récaps à côté qui disent en bref sur quel compo tel joueur part et tout. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un sport où il y avait plein de matchs qui se déroulaient en même temps et puis on arrivait à tous les suivre. Enfin, je veux dire. Non, mais
Je suis désolé de te couper, mais honnêtement, les gars, quand vous aurez vu Castor June caster du Teamfight Tactics, voilà, vous la fermerez, vous direz c'est le meilleur jeu e-sport de tous les temps. Après, il n'y a pas que le cast, il y a aussi le jeu en lui-même. Mais non, mais en compétition, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est ce que tu vois et le cast. Et c'est un jeu qui est dynamique, rapide, où il y a des teamfights tout le temps, il y a une diversité, il y a un cast qui peut être incroyable parce que c'est des fights courts et rapides, où il peut y avoir plein de clutch, plein de situations avec de la RNG et tout. Enfin non, mais c'est moi honnêtement, voilà. Qui voulait au cast des Rift Rivals, j'aurais pas regardé quand même. Je pense pas que tu puisses cast aussi de façon aussi hype que genre en mode play-by-play. Try me, bitch. Try me. En fait, le truc, c'est que tu peux, mais au final, ça apporte pas grand-chose parce que tu hypes pas vraiment un joueur, tu hypes juste une IA. Et c'est chiant de hyper une IA. Mais non, tu hypes les choix d'un joueur. Il y a le Gnar. Oh putain, il y a le Gnar, il fait un ulti, il chope 4 personnes, mais au final. Après, justement, à voir comment ça va évoluer. C'est quelque chose qui est prévisible. C'est pas genre le joueur qui a outplay l'équipe adverse, tu vois. Écoute, je me mets au défi de te hyper en castant Teamfight Tactics, d'accord? C'est un défi. Ah, mais moi j'adore le jeu et j'espère que tu vas vouloir le relever. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du coup du Teamfight Tactics. Nos avis sont compétitifs. Moi, je suis complètement hype. Ils sont un peu plus réticents. Compréhensible. Ouais, je dans pense tous les cas, on espère qu'il y aura. Voilà, moi j'espère qu'il va y avoir une vraie scène e-sportive parce que je suis trop vieux pour League of Legends, mais pour Teamfight Tactics, c'est ok. Les mécaniques sont pas forcément folles. Moi, du coup, j'ai un truc à vous demander. Si là, d'un coup, on claque des doigts et il y a un mec de chez Riot qui arrive et vous dit bon. Vous nous dites un truc à faire sur Teamfight Tactics et on le fait. Qu'est-ce que vous faites? De haut en bas comme d'habitude, Genesis. Ouais, mais attends, mais faut nous laisser 2 secondes pour réfléchir. Et passons à Sanmaru Shippu. Ah ouais, mais attends, pareil. Et troisième, passons à Sting. Peut-être tu commences par toi, non? Ok, je vais commencer, mesdames et messieurs, pour que vous structurez votre propos. J'ai dit que je commençais, donc je commence. Alors, moi, il y a un truc très important. J'ai beaucoup joué à AutoChess, et dans AutoChess, je le répète 1000 fois par jour en stream, dans AutoChess, le loot des items se fait de la manière suivante. Vous gagnez le round de PvE, vous avez le choix entre 3 items, vous perdez le round PvE, vous avez un item au pif dans tous les items. Et ça, c'est oui. Riot, si vous m'entendez, entendez-moi plus, entendez-moi fort, mettez-moi sur tous les haut-parleurs de vos putains de bureaux, parce que au moins le jeu pourra être dynamique et il y aura beaucoup moins de RNG. Je sais que je vous ai vu tweeter, je vous ai vu, je vous regarde. On a vu qu'il y avait beaucoup trop de RNG. On va faire quelque chose, on peut pas vous dire quoi, mais on va le faire. Bah faites ça s'il vous plaît. Pour le bien de Teamfight Tactics. Et pour voilà, copiez jusqu'au bout, c'est pas grave, on s'en fout. S'il vous plaît, pour ma santé mentale. Copier ou c'est important le facteur RNG. Je pense que ça doit être maîtrisé. Je pense que que tous les joueurs doivent avoir le même nombre d'items globalement, ou en tout cas. Donc le système AutoChess. Mais je pense que le fait de devoir choisir et tout, je pense que c'est à la limite plus intéressant en fait que qu'ils aient tous le même nombre d'items, mais vraiment qu'ils aient les objets aléatoires et qui doivent faire au mieux avec ça. Et du coup, mais gagner round PvE, pourquoi alors? C'est quelque chose qui est intéressant quand même. Bah, pour gagner des items, mais juste après, chacun ses items. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, personnellement, il y a des games où je suis arrivée, j'avais aucun champion que je pouvais up level 2 ou 3 parce que j'avais jamais des champions similaires. Les seuls items que j'avais, c'était quand il y avait le cercle et aucun loot sur les mobs. Le carrousel. Ça m'est arrivé 2 fois. Merci le carrousel, excuse-moi. Ça m'est arrivé 2 fois et franchement, dans ces moments-là, tu te dis: «Mais en fait, ça donne même pas envie de jouer». Parce que le truc, c'est que tu y es pour rien, tu as beau essayer d'avoir toute la stratégie possible, si tu as pas d'objets, à un moment, les objets, tu les inventes pas. C'est franchement insupportable à jouer dans ces cas-là. Ça peut être super sympa parce que c'est vrai qu'il y a une grosse partie de stratégie et ça, je le nie absolument pas. Si on réfléchit pas ou quoi, c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Mais par contre, il y a quand même une grosse partie RNG, une grosse partie de luck et où ça, franchement, tu as des joueurs qui sont extrêmement avantagés. Moi perso, j'ai jamais eu de luck jusqu'à maintenant dans ce jeu-là. J'ai pas fait énormément de games. Oui, c'est la faute de tes mates, c'est ça, hein? C'est ça que tu veux nous dire? Bah non, pour une fois, je peux même pas les blame, tu vois? C'est chiant, je peux même plus blame mes mates. Non mais évidemment, par exemple, on va prendre l'exemple d'Afu qui est la meilleure joueuse, joueuse, elle gagne quasiment tout le temps, quels que soient les items. Ce que je veux dire, c'est que réduire la RNG des items permettra en fait de développer le jeu parce que ça va permettre de, au lieu d'avoir par exemple une composition qui va être trop forte parce que tu as cet item là, tu pourras avoir beaucoup plus de polyvalence. C'est pour ça que je souhaiterais que ceci arrive dans le jeu. Sting, tout à l'heure tu avais une idée et j'ai envie que tu me la dises. Quelle est ta super... Mais non, mais je voulais juste rebondir vite fait sur le côté RNG. Je pense qu'en fait, c'est pas...
je pense que c'est normal qu'il y ait de la RNG dans ce jeu. Alors, oui, au niveau des items, des fois, c'est un peu abusé. Mais je pense qu'en fait, un bon joueur, globalement, s'il est meilleur que les autres, il devrait toujours au moins réussir à être top 4 sur ce jeu. Et je pense que c'est comme ça que ça marchera quand tu auras des tournois de toute façon où tu vas marquer des points selon ton classement. C'est pas, le but, c'est pas forcément de faire top 1, évidemment. Oui, pour arriver au top 1, souvent, il faut avoir un peu de chance parce que ça va dépendre de la compo que tu as eu, etc. Mais globalement, je pense que si tu sais ce que tu fais, tu devrais toujours réussir à avoir des résultats convenables malgré la RNG. Moi, je suis d'accord, mais du coup, quand tu joues contre des gens qui ont tous le même niveau, et bah, les items font un gros problème de RNG, alors que ça pourrait être réglé juste avec Auto Chess. Chipou, quelle est ta suggestion pour Riot, pour Teamfight Tactics? On va rester sur le même problème. D'accord. Juste, je vais venir casser un peu le délire. C'est que je rejoins Sting sur le fait qu'il faut, qu'il faut harmoniser le nombre d'items qu'on reçoit. Que ce soit un item par round PvE ou j'en sais rien, peu importe après, mais il faut que tout le monde ait le même nombre d'items globalement pour les mêmes performances. Et par contre, qu'on soit honnête, il n'y a que 8 items dans le jeu. On en chope peut-être 3-4 sur les rounds PvE dans toute la game. Bon, à part Genesis qui a pas de chance, mais ça arrive de temps en temps, ça. Ça arrive vraiment de ne pas avoir d'items, c'est vrai que ça arrive. Mais le reste des items, la moitié des items, concrètement, c'est des items qu'on chope sur les carousels. Et pour peu qu'on chope les bons items, on peut toujours, plus ou moins, dans 90% des cas, arriver à faire les items qu'on veut. Vu qu'on chope pas la majorité des items sur les rounds PvE, en fait. Donc je pense pas qu'en fait le choix des items soit vraiment le problème, mais plus vraiment la quantité qu'on en a et la différence de puissance entre quelqu'un qui a eu de la chance et quelqu'un qui a pas eu de chance, quoi. D'accord, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Genesis, quelle est ta suggestion pour Teamfight Tactics? Moi, ma suggestion est très simple. Enfin, c'est ce dont je parle, ce dont on parle en fait. La RNG est important dans un jeu, mais qu'elle soit un peu plus maîtrisée, un peu plus régulée, un peu plus contrôlée. Puisqu'à un moment, pour moi, ça dégoûte tout simplement du jeu quand c'est trop inégalitaire. Donc, qu'elle existe, mais peut-être un peu différente à l'heure actuelle, que ça laisse de la chance à tous les joueurs de toute façon. Il y a personne qui veut nerf ce putain d'Aurélien Sol qui me prend même pas. Ouais, mais attends, le bonus dragon Non, il a été buff puis nerf. Il avait été buff. Mais Aurélien Sol avec le bonus dragon qui ne prend même pas l'esprit du fantôme. C'est-à-dire que quand le fantôme proc sur Aurélien Sol ou Shyvana, bah il part dans le vide. C'est super, c'est génial. T'as vraiment envie de jouer fantôme. Nous avons fini sur TFT, puisque le temps presse et quand le temps tourne, il faut se presser. On va parler des pronostics pour la Week 4 du LEC. C'est dans pas mal de temps, je vais simplement parler des désaccords que nous avons eus. Premier désaccord, eh bien, c'est le premier match, Splyce contre SK Gaming. Nous avons tous voté pour Splyce, mis à part un irréductible gaulois. C'est Sting. Pourquoi tu penses que SK va battre Splyce en 23 mots et demi, sans compter la ponctuation? Je pense que Splyce, pour gagner, le gameplay de Splyce repose énormément sur Xerxes. Je pense que, ok, il y a eu de la hype sur Kobe. Je pense que la hype sur Kobe est un assez bon ADC, mais c'est pas tant lui qui est le joueur le plus important de Splyce. Pour moi, c'est vraiment Xerxes qui est la pièce maîtresse. Et justement, je pense que c'est là que SK peut avoir un avantage, c'est que Selfmade, s'il joue comme il a joué au Spring Split, voilà, il a encore un peu de mal. Je pense qu'il est encore en phase d'adaptation avec Sacre. Sacre, oui, on va l'appeler ça. Ouais, Sacre. Mais Sacre. Mais je pense que Selfmade peut outperform Xerxes et que ça peut les amener à gagner. Après, je t'avoue que j'ai mis ça. Je pense que ça, même si je vois plus SK gagner, c'est du 60-40, quoi, quelque chose comme ça. C'est vraiment. Je pense que les deux équipes sont assez proches. Je pense qu'après, le problème aussi, c'est au niveau de la mid lane où Humanoid devrait avoir l'avantage. La bot lane, Crownshot est très très bon. Donc, je pense que SK a ses chances, a les armes en tout cas pour gagner, parce que si tu arrives contre Splyce, si tu arrives à shutdown le début de partie et exercer ce que Selfmade est capable de faire, et bah tu peux les prendre après. Ok, petit fun fact sur Crownshot, le seul concours que j'ai gagné de ma vie sur internet, c'était le maillot de Crownshot quand j'étais chez LDLC. Je n'ai jamais reçu ce maillot. Il y a une autre différence, c'est Misfits contre Vitality. Vous avez tous voté pour Misfits et j'ai voté Vitality. Pourquoi j'ai voté Vitality alors que dans les précédents podcasts j'ai chié constamment sur Vitality et Rotato Camion?
pour une raison assez simple, c'est que Misfits, Vitality, j'en ai plein le cul de Misfits et j'aimerais qu'ils perdent encore tout leur split et qu'ils changent tous leurs joueurs, tout leur coaching staff, leur nom, leur logo et qui, voilà, j'en ai marre, arrêtez. Vous m'avez hype avec le meilleur roster que j'ai jamais vu en LEC de toute ma vie, avec Gorilla, avec Soaz, avec putain de Hansama, avec Febiven, et vous faites ça, c'est non, vous avez pas le droit et j'espère que Vitality va vous éclater. Rotato Camion, je sais que t'es pas bon, mais ça tu peux le faire. Prochain différence que nous avons, et la dernière, c'est SK contre XL. Et nous avons un irréductible British, puisqu'il est actuellement perdu à Londres. Chipou, pourquoi tu penses que XL va gagner contre SK? Alors, c'était pour gagner des points au cas où tu avais raison, quoi. Comme d'hab, t'as tout compris. Ok. C'est le pari perdant qui fait que best analyst ou pas. Eh bien écoutez, ça avait marché pour les semaines d'avant, donc écoutez. C'est vrai qu'il a le titre de supérieur analyste et je vais argumenter en sa faveur, puisque comme on le sait, chez XL, nous avons Mickey en mid laner. Et Mickey, il va jouer contre Pyrean. Et Pyrean, Korean mid laner versus Korean mid laner. Si Mickey arrive à avoir, je sais pas, une Akali ou un truc comme ça, je pense qu'il pourrait faire des trucs incroyables et éclater SK Gaming. Nous n'avons plus... Quel scandale d'avoir Mickey en LEC. Non, mais en mid lane, moi j'adore Mickey, écoute, voilà. D'avoir deux mid laners coréens en LEC, c'est un scandale. Oui, on a tellement de bons mid laners dans la région que pourquoi est-ce qu'on en importe, c'est scandaleux. Surtout pour importer Mickey ou Pyrean. Alors limite si on importe Faker ou Rookie, bon à la limite, mais ouais, vraiment à la limite. Ouais, bon, écoutez messieurs, vraiment, messieurs, je pense qu'il ne faut pas trop rêver, mais comme Muse l'a dit, time is running out et ça doit être la fin de ce podcast. Merci beaucoup, on continuera, on en fera d'autres pour continuer ce sujet bien évidemment. Merci beaucoup à Dionysis qui est en train de s'endormir. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et merci d'être venu. Merci beaucoup. Ce podcast, bienvenue à toi Chipou from Badou, Durzok, Sanmaru, l'homme aux 10 000 pseudos, aux 10 000 visages, mais finalement un seul champion. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Et Sting, je te souhaite aussi merci. Je te prends avec n'importe quel bonne champion. Nuit. Oui, Croisy, je te soulève comme la Coupe du Monde sur n'importe quelle lane. Bolos. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nous vous rappelons que nous sommes sur Tipeee, sur Spotify, sur SoundCloud, sur YouTube et sur bien d'autres réseaux. C'est l'instant promo vite fait. Sting, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es où? Et où est-ce qu'on peut te trouver? Bah moi j'écris sur Breakflip principalement. Et à côté de ça, j'écris sur Lolisport FR, où je fais des articles de fond, des guides stratégiques par exemple. Et là, en ce moment, je suis pas mal concentré sur Teamfight Tactics, je t'avoue que... Et on peut te retrouver sur Twitter avec le @Sting Reports, Sting comme le chanteur, Reports comme ce que vous prenez à la fin d'une game, parce que vous êtes un vilain toxique. Et Chipou from Badou, où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi ton actualité? Alors, moi, ça va principalement être du stream TFT. Bon, pour l'instant, on fait ce qu'on peut, mais dès que les ranked vont sortir, on va bien s'y mettre, je pense. Parce que le jeu est pas mal bon, et donc je vais stream sur Twitch. .tv/Sanmaru. Le Twitch, à la limite, c'est pas très important, mais le Twitter, The Durzog, je posterai tous mes streams là-bas, donc... The Durzog, THEDURZOG. Vous pouvez le retrouver, de toute façon c'est sur votre écran que c'est affiché. Eh bien moi, pareil, Twitter Soren144, stream Soren144, je stream tous les jours. Et je fais aussi des petits guides sur TFT sur ma chaîne YouTube, Soren144, le monde est bien fait. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Encore merci au tipeur, Jonathan SP. Il est le seul, mais il fait une bonne action. Faites-le vous aussi. Balancez votre... Non, je déconne. Balancez pas votre thune. Faites pas ça. Enfin, si vous le voulez, faites-le. Mais bon, là, c'est ça. Arrêtez. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis au revoir et à plus pour un prochain vidéo FK.